Que la situation s'est aggravée, sauf que à présent, ça touche pratiquement toutes les professions de santé. En effet, il y a un déficit de professionnels de santé pour répondre aux besoins de la population, besoins qui, eux, augmentent, et déficit dans les territoires, mais également dans les établissements, et singulièrement dans les établissements publics. Alors, au cours de cette intervention, il va y avoir la nécessité de répondre au moins à deux questions. Comment se projeter pour former les professionnels de santé dont on a besoin? Comment évaluer le besoin? Et à notre sens et à mon sens, il faut tenir compte d'emblée de 3 points. Le premier, c'est le souhait des plus jeunes de mieux équilibrer leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Le deuxième point, c'est le souhait de plus de collaboration entre les différentes professions de santé, plus d'interdisciplinarité. Et puis le troisième, c'est sûrement de tenir compte des perspectives offertes par le numérique et l'intelligence artificielle. Alors ce sont des sujets importants, on va les aborder grâce à nos collègues, à nos intervenants, et je vais passer la parole, Jean-Yves. Alors moi je vais avoir le mauvais rôle de tenir le timing, premièrement, je le dis aux orateurs. On va dissocier cette grande session en 2 parties, et la deuxième sera la table ronde. Et on posera les questions des premières parties à la fin du dernier topo de Michel Viburka. Donc on va commencer par Emmanuel Touzé, puis après Isabelle Vincent, sur les nouvelles approches de planification des ressources humaines en santé. On vous écoute, vous avez 10 minutes chacun. Merci beaucoup pour l'introduction. Je suis donc très heureux d'introduire cette session sur la question de la démographie des professions de santé. Il n'est pas question, en effet, pour nous de vous inonder de chiffres et de faire des rappels sur la démographie, mais plutôt d'aborder la question de la planification des ressources humaines. Et avec ma collègue Isabelle Vincent, on va faire un duo. Notamment suite à un travail que nous avons conduit conjointement entre l'ONDPS, le HCAM et l'adresse sur cette question de planification. Alors vous verrez qu'on va surtout parler de nombre, mais je n'oublie pas la question du côté qualitatif des professionnels qu'on doit former. Il y a bien sûr la question de combien, mais comment on les forme et pourquoi, mais on pourra aborder ce point-là dans les questions et dans la table ronde, et pas tellement dans le topo que je vais faire. Alors, la ressource humaine, c'est au cœur du système de santé. Il faut savoir que dans les pays de l'OCDE, ça représente 10% de la ressource humaine globale dans les pays de l'OCDE. Et on est face à une sorte de paradoxe, en fait. Il y a à la fois eu des progrès majeurs dans la recherche biomédicale, et on a abouti quand même à une meilleure santé, mais en même temps, on voit que les systèmes de santé sont très difficiles à réformer et perdent un peu d'efficience et de caractère équitable. Un des facteurs explicatifs de ces difficultés, et je ne dis pas que c'est le seul bien sûr, c'est que notre ressource humaine est en partie inadaptée. On a un déficit de main-d'œuvre quantitatif et qualitatif, une inégale répartition géographique, des définitions parfois floues de la répartition des missions entre les professionnels et des difficultés de maintien des compétences. Le constat, il est dans tous les pays, il n'est pas vraiment français, dans tous les pays, et il y a eu plusieurs rapports récents de l'OMS sur ces questions-là. Et au-delà des effectifs insuffisants, il y a aussi des questions d'attractivité dans certains métiers, d'aide à la personne, dans certains champs de santé, et ça c'est un gros problème, les soins de proximité, la santé mentale, les personnes âgées, problème de répartition, je l'ai dit, des difficultés à faire évoluer les champs et partages de compétences, on voit que c'est des sujets qui nous occupent depuis des mois, des contraintes des appareils de formation et de nombreux abandons en cours d'études, et, comme je l'ai déjà dit, un défaut de rétention des professionnels dans le système.
On a eu la crise Covid qui a été un accélérateur. Pendant la crise, on a bien mesuré l'importance de la ressource humaine, et les pays qui avaient des ressources humaines plus importantes ont finalement eu une mortalité moindre lors de la crise Covid. Ça, c'est une analyse qui a été publiée il y a quelque temps. Pendant la crise, on a bien vu la mise en tension des systèmes, un épuisement, un découragement, une perte de sens aussi du métier, malgré les mesures qui ont été mises en œuvre, notamment les mesures Ségur. Au décours de la crise, on a constaté un nombre d'abandons importants du métier, une augmentation de l'absentéisme, et en même temps, les établissements de santé, notamment, se sont rendus compte qu'il fallait créer de l'emploi pour répondre aux besoins, et on a créé un effet ciseau en augmentant les postes, avec pourtant une main-d'œuvre qui était moins disponible, et donc on a finalement continué à aggraver les tensions. Et tout ça, ça a contribué aussi à donner une mauvaise image des métiers de la santé et toutes les difficultés qu'on a dans le recrutement. Jusqu'alors, en France, la politique de régulation et de planification des professions de santé a été surtout fondée sur la question du nombre et des quotas. Vous avez à droite la courbe du numerus clausus médical en bleu, et en orange, c'est celle des quotas infirmiers au niveau national. Ces numerus clausus et quotas avaient pour objectif théoriquement d'assurer un équilibre entre l'offre et la demande, tout en respectant la qualité de la formation. Mais il ne faut pas oublier, et ça il y a eu de nombreuses publications sur le sujet, c'est que ce numerus clausus avait aussi un objectif, de maintien d'une certaine forme de chiffre d'affaires des professionnels de santé, pour les professionnels de santé, et pour les tutelles, limiter le nombre de médecins, le nombre de professionnels de santé, avait aussi un avantage en limitant le risque de demande induite, et de limiter aussi le coût de la formation. Alors, c'est un instrument qui était en apparence extrêmement fin, puisque c'était défini à l'unité près. Mais pour que ça fonctionne, il y a plusieurs conditions. La première, c'est qu'on ait une parfaite connaissance de l'offre et des besoins. Et on en débattra tout à l'heure. La question du besoin de santé est très difficile à déterminer. Si on veut que ça marche, il faut que le système soit très agile, qu'on puisse l'ajuster en continu en fonction des évolutions, des effectifs observés. Et enfin, et ça c'est une condition encore plus importante, c'est qu'il faut que le comportement d'exercice et d'installation et de carrière soit bien conforme aux hypothèses. En réalité, depuis de nombreuses années, on a une évaluation extrêmement sommaire des besoins de santé. Les projections démographiques réalisées sont insuffisamment nourries de toutes les hypothèses dont on parlera tout à l'heure. Quand on parle de questions d'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, ça c'est une hypothèse qui peut modifier profondément les projections démographiques. Il y a un manque de cohérence aussi de la régulation entre le niveau national et le niveau régional, un pilotage qui est parfois très complexe, de nombreux acteurs, une lenteur et puis une forme de malthusianisme également, et puis de nombreux contournements du système par des formations à l'étranger qui ne sont absolument pas contrôlées, la liberté d'installation, comme je l'ai dit, et tout ça accompagné d'un suivi insuffisant, discontinu et hétérogène selon la profession. Donc on peut ne faire que le constat que la politique des quotas a été une forme d'échec puisqu'elle n'a pas permis de gérer la pléthore des années 80 et ni la pénurie actuelle. Elle n'a pas amélioré, elle a plutôt continué à aggraver les inégalités de répartition territoriale malgré une répartition extrêmement fine des places, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'unité près. Certains territoires n'ont pas du tout de capacité de formation et pourtant ils ont aussi des numerus clausus et tout ça accentue la pénurie dans ces territoires. Et enfin, tout ça n'a pas incité les tutelles et l'ensemble des acteurs à s'investir dans le pilotage de ces questions de planification des ressources humaines.
Alors, est-ce qu'il existe de meilleures options ? Oui, probablement, et c'est ce que nous avons commencé à faire dans le cadre des travaux qui ont été menés en 2021 par l'ONDPS, c'est d'avoir une politique orientée vers la santé de population, essayer de définir les besoins territoriaux, les besoins de santé territoriaux, et à partir de ces besoins, eh bien, on définit le nombre de professionnels à former et on s'en donne les moyens. Mais il faut aussi qu'on ait des données extrêmement fiables et actualisées, et on a vu que ça a été une des grandes difficultés, c'est qu'on n'a pas toujours des données fiables et continues. Et puis, on a décidé, enfin c'est la loi qui nous l'a imposé, de sortir de quotas de numerus clausus myope en proposant plutôt des fourchettes de professionnels à former et de façon pluriannuelle et pas de façon annuelle, laissant un peu plus de liberté aux acteurs locaux. Alors, il faut aussi maximiser les capacités de formation, parce que ça a été un des freins majeurs à augmenter le nombre de professionnels en formation, ce sont les capacités de formation, et je reviendrai tout à l'heure avec un exemple. Et enfin, si on veut que le système fonctionne, c'est qu'on s'assure que les soignants vont bien exercer les fonctions pour lesquelles ils ont été formés. C'est la question de la responsabilité sociale des professionnels de santé. Je n'ai pas le temps de détailler. Alors, je donne juste l'exemple de l'odontologie parce que ça me permet de parler de l'odontologie puisqu'on n'aura pas le temps d'en parler tout à l'heure dans la table ronde, mais l'exemple est absolument caractéristique. On sait depuis de nombreuses années que malgré l'augmentation du nombre, une augmentation modeste du nombre de chirurgiens dentistes en France, finalement la densité reste extrêmement faible et plus faible que la moyenne européenne. La carte de droite montre qu'il y a aussi des fortes inégalités territoriales. Le numerus clausus des chirurgiens dentistes était extrêmement stable. Vous voyez, il a suivi à peu près la courbe des médecins avec une diminution, puis après une grande stabilité. Et enfin, le constat qui avait été fait également, c'est qu'on a une forte dépendance aux diplômes étrangers, puisque vous voyez que le pourcentage de chirurgiens dentistes qui s'installent sur le territoire français ayant un diplôme étranger dépasse maintenant les 50%. Donc, fort de ce constat, et malgré le fait que ce qui était remonté finalement des territoires, eh bien, on a décidé d'aller plus loin en termes de nombre de chirurgiens dentistes à former, si ça veut bien passer. Et c'est pour ça qu'on a forcé le système. C'est-à-dire, on a identifié qu'il y avait un besoin supplémentaire de chirurgiens dentistes à former en France. Donc on a poussé le nombre de chirurgiens dentistes à former, malgré la connaissance qu'il y avait des capacités de formation limitées aujourd'hui. Donc tout ça a bien été suivi finalement par nos ministères de tutelle, et cela finit par aboutir à la création de nouvelles formations, puisque les capacités de formation étaient saturées. Donc, je n'ai pas le temps de détailler, mais je pense que tout le monde est au courant de cela. Et donc, on voit bien qu'on aboutit à ce qu'on souhaite, c'est-à-dire qu'on a augmenté le nombre d'étudiants admis dans les formations dentaires depuis cette réforme. Alors, est-ce que c'est mieux ailleurs ? Eh bien, on voit que tous les pays, je vous l'ai dit en introduction, se posent les mêmes questions. Il y a différentes formes de régulation. Certains ont des quotas, certains n'en ont pas. Certains ont des échelons nationaux, des échelons régionaux. Certains ont des approches prospectives assez élaborées dans la détermination du nombre de professionnels à former. Et par exemple, les Pays-Bas sont parmi les plus avancés. Mais globalement, tout le monde considère que les quotas si on se contente de quotas, eh bien, ça reste quelque chose d'extrêmement opaque et qui repose souvent sur des données très insuffisantes. Alors, pour conclure cette première partie, et Isabelle va compléter justement les nouvelles approches plus en détail, c'est que je considère que même si l'exercice de planification il est très difficile, on le voit bien, notamment sur la question des besoins, il est quand même indispensable. On ne peut pas être complètement en aveugle de ces questions. Les quotas, si on les utilise de façon complètement
tel qu'on l'a fait jusqu'à aujourd'hui, c'est inefficace. Il faut avoir un pilotage plus important, avec une mise en commun des sources, une analyse continue des phénomènes, être bien dans l'anticipation et non pas dans le ressenti. Et on voit bien que ce qui s'est passé là avec le numerus clausus, c'est qu'on a réagi beaucoup trop en retard. Et cela permettra d'avoir des ajustements progressifs et non par à-coups. Pour les déterminations des besoins, il faut probablement combiner les approches. Isabelle y reviendra, des approches macroscopiques et puis parfois des approches plus par problématique de santé, par exemple la santé mentale, la santé de l'enfant, les soins primaires. Réfléchir par profession, mais pas uniquement par profession. On voit bien que les interactions entre les professions sont très importantes et lorsqu'on a des compétences qui sont partagées, eh bien, il faut qu'on ait vraiment une vision sur l'ensemble des professions pour déterminer, pour faire de la bonne planification. Et enfin, il faut s'assurer que la ressource humaine soit bien au service des objectifs retenus. Je vous remercie. Oui, bonjour à tous. Donc je vais continuer pour vous présenter en fait les travaux qu'on a menés avec l'ONDPS et l'adresse, comme vient de le dire Emmanuel Touzé, dans le cadre d'une lettre de mission que Agnès Firmin-Lebaudot, pardon, excusez-moi, je vais un peu trop vite, a confiée au HCAM. Et donc la question qui figurait dans cette lettre de mission, c'est finalement comment déterminer le nombre de professionnels de santé à former pour offrir demain des soins de qualité et répondre aux besoins de la population. Et donc, avec au cœur de cette question, finalement, qui revient tout le temps, comment estimer au mieux les besoins de la population, à la fois les besoins actuels, la situation actuelle, et aussi la situation future, et comment traduire, in fine, cette estimation en nombre de professionnels à former, à quelle échéance, à quelle échelle territoriale, et donc en tenant compte à la fois finalement, le plus simplement ce qu'on connaît, les évolutions démographiques et épidémiologiques, mais aussi en tenant compte d'un certain nombre d'autres facteurs qui vont se produire à l'avenir, dans les 10, 20 ans à venir, les innovations thérapeutiques, la place que va prendre ou non la prévention dans les années à venir, les évolutions qui vont intervenir dans l'organisation des soins, que ce soit la télémédecine, les équipes autour du médecin traitant, les simplifications administratives, comment tenir compte des évolutions socio-culturelles, les attentes des usagers, davantage d'application des patients dans les soins, comment tenir compte, dans ces prospectives toujours, des interactions qui vont avoir lieu les nouvelles interactions entre professionnels de santé, une évolution des rôles et des compétences, et aussi comment tenir compte, bien sûr, des attentes des professionnels en termes de temps de travail, de qualité de vie et de sélection aussi de certains choix de certains professionnels dans certaines activités. Donc c'est une mission méthodologique. Et donc, je vais passer rapidement sur les retours internationaux dont a déjà parlé Emmanuel. Cette thématique des ressources humaines, elle a fait l'objet de nombreux travaux à l'international et tous les systèmes sont aujourd'hui confrontés aux mêmes difficultés. Pénurie de professionnels, vieillissement de la population, déséquilibre géographique, évolution des besoins de santé de la population. Et aussi, j'insisterai peut-être plus aussi sur cette nécessité de... Partout, on se pose la question de la qualité des données. Voilà. Alors, les réflexions qu'on a pu retrouver et les pratiques qui sont mises en œuvre dans les autres pays, finalement, on s'aperçoit que souvent, elles partent d'un modèle de l'offre des professionnels et que finalement, elles intègrent encore peu les besoins en service en santé de la population, et c'est ou uniquement sous l'angle de l'évolution de la démographie de la population. Ça se limite aussi souvent, finalement, à une approche profession par profession, en silo, comme ça a été dit côté de l'offre. Et puis, on s'aperçoit aussi que des modèles sont mis en œuvre au niveau académique, et on peut se poser la question, finalement, quelle utilisation de ces modèles par les pouvoirs publics pour prendre telle ou telle mesure et se servir vraiment de ces modèles de prospective. Alors,
évidemment, il y a eu l'exacerbation de la crise Covid, et ces travaux, finalement, s'inscrivent tout à fait dans les orientations portées par l'OMS de la volonté de soutenir les professionnels de santé dans une vision globale et stratégique des ressources humaines, c'est-à-dire pas simplement les aspects de nombre de professionnels, mais finalement d'embarquer dans les réflexions de planification des ressources humaines l'ensemble des réflexions qui vont avoir trait à l'attractivité, à d'autres éléments d'évolution d'organisation, et donc la nécessité vraiment de renforcer dans chaque pays les moyens pour travailler sur la planification stratégique des ressources humaines. Alors, ce qui ressort des modèles les plus avancés, notamment les Pays-Bas, c'est une démarche de prospective ou un modèle de prospective de l'offre et de la demande. J'insiste bien là-dessus, et de la demande, dont l'objectif, c'est de vraiment mettre en adéquation le nombre de professionnels de santé avec les besoins de la population. Alors, le plus simple, donc d'un côté de ce modèle, il y a effectivement les travaux concernant l'offre, les professionnels. Donc la première étape, c'est vraiment de prendre du temps pour modéliser l'offre de soins actuelle en termes d'effectifs, de répartition, d'organisation, de fiabiliser les bases de données sur l'ensemble de ces professionnels et avec l'ensemble des fournisseurs de données, pour bien appréhender d'où on part, quelle est l'offre actuelle de professionnels, et finalement aussi de pouvoir mettre en routine des suivis annuels réguliers de l'ensemble de ces bases de données. Une fois qu'on a cette vision assez claire de l'offre actuelle, en fait, on va travailler à la modélisation de l'offre de soins disponible à un temps déterminé, à 10, 20 ans. Et donc, il va falloir documenter l'évolution de la démographie des professionnels de santé en intégrant dans ce modèle le stock, les flux d'entrée, les sorties, notamment par exemple en formation, combien de professionnels quittent durant leur formation, combien vont quitter ne pas rester dans leur emploi, à quelle échéance, etc. Et donc on va pouvoir tout simplement déjà commencer par faire un modèle de projection de la démographie des professions de santé pour chacun des professions de santé pour lesquelles on souhaite avoir une projection. Du côté du modèle de la demande, on va dire du côté de la demande et des besoins de soins, la démarche c'est la même, c'est-à-dire de se dire aujourd'hui, c'est quoi les besoins de soins de la population aujourd'hui. Alors la façon de l'appréhender aujourd'hui, les besoins de soins, c'est assez extensible évidemment, mais la façon la plus simple, ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est on va les appréhender par des besoins exprimés ayant donné lieu à une consommation de soins. Donc déjà ça, on peut déjà faire soin, mais ça ne répond pas à la question de quels sont les besoins non satisfaits et quels sont aussi le recours potentiel à des soins non pertinents. En tous les cas, on peut avoir aussi déjà se mettre d'accord sur c'est quoi les besoins de soins actuels de la population. Une fois qu'on a ces éléments, la démarche est la même pour se dire comment on va modéliser la demande de soins cible, les besoins à 10 ans, 20 ans, en lien avec les recommandations de bonnes pratiques, en lien avec des objectifs de santé publique, et puis la première façon de faire, c'est aussi de se dire on va simplement regarder, en tenir compte de l'évolution démographique de la population. On peut rajouter, pour mieux comprendre les futurs besoins de soins, les tendances épidémiologiques, l'augmentation des maladies chroniques, les sujets liés à la santé mentale, etc. Et donc là, encore une fois, de ce côté des besoins, de la demande de soins, on va pouvoir avoir un modèle de la demande de soins. Après, c'est un modèle, tout ça c'est quantitatif, on s'appuie pour avoir ces données-là sur des données quantitatives. Et l'étape d'après, c'est de se dire, pour pouvoir répondre en fait aux questions de qu'est-ce qui va se passer dans les 10 ou 20 ans à venir, il y a la nécessité finalement d'améliorer ce modèle, à la fois du côté de l'offre et à la fois du côté de la demande, par un certain nombre d'enquêtes, de panels, de méthodes qualitatives, d'avis d'experts, en associant largement les parties prenantes,
pour finalement arriver à identifier et quantifier les facteurs qui vont probablement le plus impacter ou influencer la demande de soins et l'offre de soins dans les 10 ou 15 ans à venir. Du côté de l'offre, ça peut être, et on en a déjà parlé, des changements qui vont certainement intervenir en termes de temps de travail. Ça peut être tout ce qui concerne la substitution horizontale, c'est-à-dire le passage d'une activité de soins de l'hôpital à la ville, les partages de compétences, les nouvelles organisations qui vont se mettre en place, les nouveaux métiers, les innovations technologiques, la productivité. Et du côté de la demande, ça va être un certain nombre d'évolutions qui vont peut-être se produire, l'impact de la prévention si on en fait davantage, la volonté des patients d'être davantage autonomes, et puis les évolutions des attentes des citoyens. C'est un peu vertigineux quand on liste un peu tous ces facteurs, mais on peut arriver en fait finalement par ces méthodes qualitatives à identifier ces différents facteurs et de les prioriser. L'objectif, c'est on se dit lesquels vont influencer plus fortement notre modèle. Et donc, on peut obtenir ainsi un scénario de base qui se base uniquement sur une évolution de la démographie, du côté de la population, auquel après on va pouvoir rajouter un certain nombre de facteurs qu'on aura identifiés et qui vont nous permettre de faire des scénarios alternatifs. Par exemple, je dis juste l'exemple des Pays-Bas. Le scénario de base des Pays-Bas est un scénario uniquement quantitatif qui se base juste sur une évolution de la démographie de la population. Après, ils ont fait un choix d'un scénario 2 dont les principales évolutions vont porter sur l'évolution épidémiologique et puis les innovations dans la thérapeutique. Le scénario 3 va rajouter un facteur supplémentaire dans ce scénario, ça va être l'évolution du temps de travail des professionnels. Forcément, il va diminuer, donc ça va impacter fortement. Et le dernier scénario qui est proposé aux Pays-Bas, c'est celui du partage de tâches entre les professionnels. Voilà. Ils ont retenu ces grands changements pour l'avenir. Peut-être juste rajouter un certain nombre de conditions qu'on trouve vraiment dans les façons de faire à l'étranger, de mise en œuvre de ces travaux sur cette démarche, sur ce modèle. La première, c'est de participer activement aux travaux internationaux parce que, comme on l'a dit, tout le monde se pose les mêmes questions et donc on s'inspire des travaux des autres, on regarde les organisations qui sont mises en place pour travailler sur cette prospective. L'importance aussi de concerter largement l'ensemble des parties prenantes pour s'assurer de la pertinence et du partage avec tous les professionnels et tous les acteurs, que ce soit les professionnels de santé, les professionnels impliqués dans la formation, les régions, les usagers, importance d'impliquer tout le monde dans les hypothèses, dans l'ensemble des paramètres retenus. Troisième condition, mettre à jour régulièrement les projections. Ça ne sert à rien si on ne vérifie pas régulièrement, qu'on ne confronte pas nos projections avec ce qui se passe régulièrement tous les ans et tous les 2-3 ans concrètement en termes de nombre de professionnels. Est-ce qu'on se décale ou est-ce que c'est conforme? Et puis, comme on l'a dit, ça peut être très intéressant d'organiser des exercices par domaine, par secteur, ou par pathologie, pour finalement affiner la compréhension qu'on a des besoins et des enjeux entre professions. Et juste pour terminer, je terminerai juste sur la dernière... c'est bon? Voilà. Juste... Je redis ce que je disais au tout début, c'est-à-dire une prospective des ressources humaines en santé qui soit vraiment inscrite dans une stratégie globale de ressources humaines pour finalement définir à la fois, pour atteindre cet équilibre entre l'offre et la demande de soins à des cibles à déterminer, mais pour à la fois nous permettre de déterminer le nombre de professionnels de santé à former, mais aussi de dire qu'il faut actionner d'autres leviers pertinents, touchant notamment aux organisations, aux répartitions géographiques, à l'attractivité. Voilà. Et enfin, la prospective en santé, en ressources humaines, peut vraiment être un outil de pilotage qui est vraiment nécessaire pour assurer une réponse équitable aux besoins de la population. Voilà, je vous remercie. Merci.